La première chose dont je me souvienne, c'est le bruit des fourchettes qui se sont figées en plein air au moment où ma sœur a attiré son petit ami vers moi. Son sourire déjà moqueur avant même qu'elle ne prenne la parole. Les lumières du sapin de Noël scintillaient sur son visage lorsqu'elle a lâché cette phrase. Voici le raté de la famille. Mes parents ont éclaté de rire comme s'il s'agissait d'une vieille tradition, comme si m'humilier faisait partie intégrante du menu de réveillon. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas dit un mot, mais lui, il a fait. Il les a regardés, puis il m'a fixé, et sa voix a tranché le silence de la pièce. Intéressant. Car ce n'est pas elle qui a fini de nous surprendre. C'est à cet instant précis que tout a discrètement basculé. Je m'appelle Clara Simon, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu en marge de chaque pièce dans ma propre maison. Même enfant, j'avais appris à me déplacer sans bruit, à porter les assiettes sans les faire s'entrechoquer. À me tenir là où la lumière ne portait pas, afin de laisser toute la place aux personnes que ma famille remarquait vraiment. La plupart des soirs, le dîner ressemblait à une pièce de théâtre où tout le monde avait un texte, sauf moi. Élodie trônait toujours au centre, sous le grand lustre du salon, son assiette servit la première. La mienne n'était remplie que de ce qui restait quand les plats me revenaient enfin. Des légumes tièdes, un crouton de pain sec. Le plus petit morceau de poulet. Je ne me plaignais jamais, car se plaindre ne faisait qu'attiser la voix d'Isabelle, douce mais tranchante comme une lame. Ne sois pas gourmande, Clara, disait-elle si souvent que c'était devenu une sorte de refrain dans la maison. Mon père, Gérard, posait à peine les yeux sur moi, sauf quand quelque chose avait besoin d'être réparé. Un robinet qui fuit. Une facture en retard ou une corvée qu'Élodie n'avait pas envie de faire. J'étais utile pour les tâches ménagères, mais invisible pour l'affection. Il appelait cela « forger le caractère », bien qu'Élodie n'ait curieusement jamais eu besoin des mêmes leçons. Elle recevait des vêtements neufs, des inscriptions au club de tennis, des opportunités à foison. Moi, je recevais des sermons sur la nécessité d'être réaliste et reconnaissante. Je me rappelle un après-midi d'hiver où Élodie avait oublié son projet d'art plastique pour le collège. Un panneau élaboré qu'Isabelle l'avait aidé à concevoir. Quand le professeur a appelé à ce sujet, Gérard n'a pas demandé à Élodie pourquoi elle l'avait laissé derrière elle. Il s'est tourné vers moi, l'irritation pointant déjà dans sa voix. « Pourquoi n'as-tu pas rappelé à ta sœur de le prendre ?» Comme si mon rôle n'était pas de vivre ma propre vie, mais d'empêcher la sienne de s'effondrer. Élodie n'avait même pas l'air coupable, elle ne l'était jamais. Dans notre maison, la culpabilité était une étiquette que l'on vous collait, pas quelque chose que l'on méritait. Plus nous grandissions, plus je me sentais transparente. Mes réussites, petites et durement acquises, disparaissaient dans l'ombre de ses performances. Je me souviens avoir été acceptée dans un programme de design réputé en centre-ville. Je suis rentrée à la maison avec la lettre d'admission, le cœur battant, pensant que peut-être, cette fois, il me verrait enfin. Isabelle l'a lue en silence avant de la poser proprement sur le plan de travail de la cuisine. Élodie a son gala de danse ce semestre, a-t-elle dit, et nous ne pouvons pas passer notre temps à faire des allers-retours partout en ville. Voyant que je ne répondais pas, elle a ajouté « Ta mère voudrait que tu sois pragmatique. » La lettre d'admission a fini à la poubelle ce soir-là. Les costumes de danse d'Élodie sont arrivés 2 jours plus tard. L'argent disparaissait de la même manière que mes chances, discrètement. Les sommes destinées à mes cours, à mes économies, à mon avenir, étaient réorientées vers les besoins d'Élodie. Nouvelles chaussures, frais de compétition, week-end entre amis. J'ai appris à ne plus demander où passer ma part. Demander ne faisait que faire soupirer Gérard, comme s'il était fatigué de m'éduquer. Nous investissons là où c'est le plus porteur, disait-il. Je savais toujours ce que cela signifiait. Le plus étrange, c'est que personne n'appelait jamais cela du favoritisme. Ils appelaient cela du soutien, ils appelaient cela faire ce qu'il y a de mieux, ils appelaient cela la famille. Et je les croyais, parce que le croire rendait la maison moins cruelle. Pourtant, je n'étais pas totalement aveugle. J'avais mes propres petites rébellions, dessinées tard le soir dans la buanderie au-dessus des machines à laver. Cacher des morceaux de mon argent de poche dans des enveloppes derrière les bidons de lessive. Bâtir un monde silencieux où je n'avais pas à gagner ma place à table. Mais même là, malgré tous les indices, une part de moi pensait que les choses changeraient un jour. Que si je travaillais assez dur, si je restais assez stable, assez discrète, je serais enfin invitée dans cette chaleur qui lui réservait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que cette chaleur ne m'était pas destinée. C'est le jour où j'ai compris ma place exacte dans cette famille. Cela s'est produit sans bruit, comme les effacements le font toujours. Un nom qui manque, un regard qui se détourne. Une porte qui se ferme sans un son. J'étais au bureau tard le soir, le genre de soirée où la ville à l'extérieur ressemble à un bourdonnement lointain. La voix d'Élodie portait depuis la salle de pause, éclatante, répétée, insouciante. « Ma sœur n'a pas de vraie carrière », disait-elle assez fort pour que les rires suivent. Elle se laisse porter, c'est tout. Adrien ne la garde que par pitié. Je ne suis pas intervenue. Je suis restée derrière la porte entrebâillée de la salle de conférence, une main sur la sacoche de mon ordinateur. Respirant à travers la douleur familière. Au moment où je suis passée devant eux, la conversation avait déjà changé, comme si l'insulte n'avait jamais existé. Mais le lendemain matin, le véritable coup est tombé.
Mon dossier de conception, des semaines de travail, avait disparu du dossier partagé. À sa place se trouvait une nouvelle version, renommée, peaufinée juste assez pour ressembler à l'idée de quelqu'un d'autre. Les initiales d'Élodie figuraient sur la ligne de signature. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Le curseur clignotait, patient, indifférent. Un léger coup à la porte a brisé le silence. Le stagiaire est entré, les épaules voûtées comme s'il essayait de disparaître. Je l'ai vu télécharger votre fichier hier, a-t-il chuchoté. Elle a supprimé l'original. Ses yeux ont fuité vers le couloir. Je ne savais pas quoi dire. J'ai hoché la tête, pas vers lui, mais vers ce schéma, vers ce cycle si vieux qu'il me semblait faire partie de mon sang. J'ai ouvert les journaux d'accès du serveur. C'était là, son nom d'utilisateur, l'horodatage, la suppression, le nouvel envoi, propre, intentionnel. Lors de la réunion de l'après-midi, Élodie a raconté son histoire habituelle. Clara abandonnait toujours tout quand nous étions plus jeunes. Elle s'effondre toujours sous la pression. Les gens ont ri poliment. Pas Adrien. Son regard s'est déplacé vers moi pendant une demi-seconde, comme s'il lisait quelque chose dans l'espace que j'occupais. J'ai gardé mes mains immobiles sur la table, les doigts posés sur le bord froid. Le silence m'enveloppait comme un vieux manteau, lourd mais familier. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendue. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle se sentait le droit de réécrire mon histoire année après année. Quand la réunion s'est terminée, elle m'a frôlé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je me suis contentée de sourire. Je ne suis pas rentrée chez moi après cette réunion. Je suis sortie du bureau, j'ai pris l'ascenseur et je me suis enfoncée dans la fraîcheur du soir comme si je marchais sous l'eau. Les voitures passaient, les gens parlaient, les décorations de Noël clignotaient aux vitrines des immeubles lyonnais. Rien de tout cela ne semblait lié à moi. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que le froid me brûle assez pour que tout redevienne net. Quand je me suis enfin arrêtée, j'étais devant l'espace de coworking à 2 rues de notre agence. Le clavier a cliqué sous mes doigts, le verrou a bipé. À l'intérieur, la pièce était vide, seulement la lumière blanche sur les longues tables. Le ronronnement d'une imprimante que quelqu'un avait oublié d'éteindre et l'odeur ténue de vieux marques de café. C'était le genre de silence qui ne réconforte pas mais qui stabilise. J'ai posé mon ordinateur et ouvert les journaux d'accès. Chaque horodatage était une petite trahison. Élodie téléchargeant mon concept, la suppression, son envoi, les modifications, puis l'email qu'elle avait envoyé à Adrien tard dans la nuit, affirmant que la direction originale présentait des lacunes et qu'elle les avait corrigées. Je n'ai pas réagi. J'ai continué à faire défiler les pages. Les journaux d'accès ne mentent pas, ils ne bavardent pas, ils ne déforment pas les faits. Ils révèlent seulement ce que quelqu'un a réellement touché. J'ai tout copié dans un dossier que j'ai sobrement nommé « Documents ». Ensuite, j'ai commencé à rassembler les paiements, les factures, les transferts. Les captures d'écran des budgets qu'elle avait signés sans approbation, les emails où elle insinuait que j'étais débordée, pas prête. Emotion element instable. Elle avait construit sa propre version de moi dans le système, une version qui justifiait qu'elle s'approprie mon travail, mes crédits, ma place. Ce n'était pas nouveau, c'était simplement la première fois que j'en avais la preuve. À minuit, mon téléphone a vibré. Un message de ma tante, une photo de vieux papier qu'elle avait trouvé en faisant le ménage, des virements que ma mère m'avait laissés. Des économies destinées à mon avenir qui avaient disparu quand j'étais adolescente. Ta mère voulait que tu aies cela, disait le message. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la lumière bleue me pique les yeux, puis j'ai ajouté ces fichiers au dossier. Vers 1 heure du matin, je me suis approchée de la grande baie vitrée qui surplombait la ville sombre. La neige avait commencé à tomber, de fins flocons comme des murmures dérivant sous les réverbères. Je les ai regardés jusqu'à ce que ma respiration ralentisse, jusqu'à ce que mon pouls se stabilise. Puis j'ai ouvert un nouveau tableur, un tableau simple, une liste de tout ce que j'avais construit à l'agence, les clients que j'avais apportés, les campagnes que j'avais dirigées, les projets qu'Élodie s'était appropriés, les dossiers que j'avais créés, les budgets que j'avais équilibrés, les heures que j'avais accumulées. La liste était plus longue que je ne l'imaginais. La plupart des gens pensent que la vengeance est un sentiment brûlant. La mienne était froide, méthodique. Une séquence de petites actions administratives. Dactylographiées, sauvegardées, classées. Le lendemain matin, avant l'arrivée de quiconque, je me suis rendue dans le vieux studio au-dessus de la blanchisserie à la périphérie de la ville. L'endroit où j'avais réalisé mes premiers contrats en freelance. Les machines en bas grondaient, faisant vibrer le plancher comme elles avaient toujours fait. L'air sentait la lessive et le métal chaud. J'ai ouvert le tiroir de rangement. Mes anciens disques durs étaient toujours là, enveloppés dans une écharpe d'il y a des années. Je les ai branchés et j'ai attendu. Des dossiers ont fleuri sur l'écran. Premiers croquis, brouillons de concept, styles originaux qui étaient devenus la signature de l'agence. Tout était à moi. C'étaient les graines à partir desquelles Élodie avait fait pousser sa réputation. J'ai pris ce dont j'avais besoin, non par dépit, mais parce que c'était à moi. Quand je suis retournée au bureau, Adrien était dans la salle de conférence, fixant son ordinateur comme s'il essayait d'échapper à une migraine. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Assieds-toi » a-t-il dit doucement. Je l'ai fait. Il a tourné l'écran vers moi.
Ton fichier, celui qu'Élodie a revendiqué. Il a tapé sur le coin de l'écran. Tes métadonnées. Les journaux d'accès à côté de mon dossier de la veille. Tu as tout récupéré. J'ai hoché la tête. Je ne t'ai pas poussé à faire ça, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Non. Et tu es sûr de vouloir que je m'en mêle? J'y ai réfléchi. Au silence. À ce qui se passe quand on parle et que personne n'écoute. À ce qui se passe quand on reste silencieuse et que tout le monde suppose que l'on continuera à avaler ce qui nous blesse. Oui, ai-je répondu. Il m'a étudié un instant, pas avec pitié, mais avec le genre de concentration que l'on utilise pour assembler quelque chose de délicat. Puis il s'est adossé à sa chaise. Les RH ont besoin de ça. Le service juridique a besoin de ça. Et le conseil d'administration doit savoir à qui revient réellement le mérite. Sa voix n'était pas colérique. Elle était factuelle, administrative, nette. Nous avons passé les 2 heures suivantes à assembler le dossier. Chaque document, chaque journal, chaque divergence de paiement. Chaque moment où mon travail avait été injecté dans le pipeline de louanges d'Élodie. Vers midi, il a fait glisser le paquet final sur la table. Je m'occupe de la procédure, a-t-il dit. Tu n'es pas obligée d'être celle qui livre cela. Mais une partie de moi le voulait, non pas pour la confronter, ni pour m'expliquer, ni même pour gagner. Je voulais cesser d'être le témoin silencieux de mon propre effacement. J'ai ramassé le paquet. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. J'ai posé ma main dessus, calme et déterminée. Cette fois, ai-je dit, je ne réparerai pas ce qu'ils ont brisé. Je suis arrivée en retard exprès. Le dîner de Noël était déjà bien entamé quand j'ai franchi le seuil de la maison de mon père. L'air était saturé d'odeurs de cannelle, de viande rôtie et de ce genre de rire qui sonne répété. Les lumières brillaient de manière trop chaleureuse face au froid extérieur. Chaque année, cette maison essayait de convaincre le monde qu'elle était un foyer. Je me suis tenue près de l'entrée, laissant la neige fondue de mon manteau goûter sur le carrelage. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Élodie était occupée à faire son spectacle, racontant de petites anecdotes à des parents éloignés. S'attribuant des succès qu'elle n'avait pas mérités, s'appuyant sur l'épaule d'Adrien comme si elle possédait la pièce. Il ne lui rendait pas son contact comme il le faisait d'habitude. Sa main a hésité un instant avant de retomber. Quand Gérard m'a enfin repéré, il a désigné une chaise vide au bout de la table. « Assieds-toi. Anti-attendate. » Son ton sous-entendait que c'était ma faute si le tableau familial était incomplet. Les yeux d'Isabelle m'ont parcouru. Manteau, chaussures, cheveux, comme si elle cherchait une faille. « Essaie de ne pas faire une entrée remarquée, » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai pris place au bord, à moitié dans l'ombre comme je l'avais toujours fait. Le dîner a repris, puis inévitablement, Élodie s'est levée de sa chaise, posant une main sur le bras d'Adrien comme pour inviter aux applaudissements. « Je veux que tout le monde rencontre ma sœur, » a-t-elle dit, la voix claire. Elle a marqué une pause, souriant avec une douceur travaillée. Voici le raté de la famille. Gérard a ri le premier. Isabelle a hoché la tête, presque fière de la réplique. Les conversations se sont éteintes dans ce silence familier de la cruauté partagée. Ce son était le même que celui des dîners de mon enfance, celui qui me dictait de rester petite, de rester discrète. De laisser le moment passer sur moi. Adrien n'a pas ri. Il a posé sa fourchette avec un léger tintement. La pièce est figée autour de ce bruit comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur le brouhaha. La musique de Noël provenant de l'enceinte de la cuisine est devenue insignifiante. Il a regardé Élodie, puis ses parents, puis lentement, il m'a regardé. « Intéressant, » a-t-il dit d'une voix basse et ferme, « parce que tu es licencié. » La phrase est tombée sans violence, sans théâtralisme, juste une vérité posée délicatement au centre de la table. Élodie a cligné des yeux, la confusion se lisant sur son visage. « Quoi ? » « Nous avons fini, » a-t-il ajouté. Avec effet immédiat. Quelques parents ont bougé sur leur chaise, ne sachant pas s'il fallait prétendre n'avoir rien entendu. Le silence s'est refermé étroitement sur la pièce. Adrien a pris sa tablette, a balayé l'écran et l'a connecté au téléviseur du salon. L'écran s'est allumé, baignant la pièce d'une lumière froide. Le premier fichier est apparu, les documents de concept originaux. Mon nom était incrusté dans les métadonnées. Puis les journaux d'accès, horodatés, non modifiés. Le nom d'utilisateur d'Élodie brillait à côté de chaque action qu'elle pensait que personne ne tracerait. Télécharger, supprimer, envoyer. Diapositive après diapositive, tout ce qu'elle avait pris était documenté. Pas seulement le fichier, mais des mois de travail, la stratégie client, les ébauches de design. Sa voix s'est étranglée à mesure que les preuves s'accumulaient. « Je n'ai pas, » a-t-elle commencé. Il ne l'a pas regardé. « Tu l'as fait. » Quand les paiements sont apparus, les transferts qu'elle avait initiés, les approbations de budget qu'elle avait signées sans autorisation. Gérard s'est redressé sur sa chaise, le visage se crispant, l'illusion se brisant enfin. Isabelle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, elle n'avait aucun script pour cela. Adrien a continué, aussi calme que jamais. Le conseil d'administration a reçu le rapport complet ce matin. Les RH ont déjà traité le licenciement. Et une dernière note. Il a cliqué une fois de plus.
Mon portfolio est apparu, le vrai, les campagnes que j'avais bâties, les projets que j'avais menés, les clients que j'avais apportés. Des années de travail cachées derrière leur récit. Clara, a-t-il dit, les yeux fixés sur moi désormais, ne demandant pas la permission mais constatant simplement les faits. Est la cofondatrice et la stratège principale de notre agence. Elle a toujours été. Pas d'applaudissements, pas de revendications bruyantes. Juste un changement dans l'air comme si la maison elle-même avait retenu son souffle pendant des années et qu'elle expirait enfin. Élodie a reculé devant l'écran comme s'il la brûlait. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi? Adrien l'a regardée avec la même finalité tranquille qu'il avait affichée toute la soirée. Je choisis la vérité. Personne ne m'a regardé directement. Ils ne le pouvaient pas. L'histoire qu'ils avaient construite s'était effondrée sous leurs yeux. Je suis restée assise là, les mains croisées sans tension, le cœur régulier. Pour la première fois, mon silence n'était pas une reddition, c'était une autorité. Bordeaux n'a pas semblé être un nouveau départ tout de suite. Au début, ce n'était que de la distance, des matins gris, des trajets de bus inconnus. Le bruit de la pluie contre une fenêtre qui n'appartenait à aucune version de mon passé. Mais la distance possède sa propre forme de miséricorde. Elle donne à l'esprit l'espace nécessaire pour respirer, pour se déployer, pour repenser la forme d'une vie. Mon nouvel appartement était petit, avec des murs clairs et une plante unique que je gardais près de la fenêtre. La ville à l'extérieur était plus paisible que Lyon en hiver. Pas de rire répété, pas d'image familiale mise en scène, pas de rôle à jouer. Juste le rythme régulier de la pluie tapotant doucement comme pour prendre des nouvelles. Adrien a aidé à installer le nouveau bureau, non par obligation, mais parce qu'il comprenait la différence entre un espace construit pour la survie et un espace construit pour vivre. Nous avons gardé les choses simples, un bureau en bois, une chaise confortable. Quelques croquis punaisés issus de campagne qui étaient réellement les miennes. Le travail semblait différent ici, plus léger. Non pas parce qu'il était plus facile, mais parce que personne n'essayait de me le voler. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille, j'ai simplement arrêté de graviter autour d'eux. Quelles que soient les conséquences auxquelles ils ont dû faire face aux dites questions des parents. Histoires fragmentées, ils les ont gérées sans moi. Le silence peut être cruel, mais c'est parfois la seule langue que les gens comprennent. Le soir du réveillon de Noël, un an plus tard, j'ai cuisiné avec des collègues qui étaient doucement devenus des amis. Nous avons préparé des repas supplémentaires que nous avons apportés à un refuge voisin. L'air était froid, mais d'un froid qui réveille, pas de celui qui vous paralyse. Quand je me suis assise à ma propre petite table après coup, j'ai déposé la meilleure part dans mon assiette, croustillante, chaude. Parfaitement choisie. Personne ne m'a dit que je ne la méritais pas. Personne n'a mesuré ma valeur à l'aune de l'appétit de quelqu'un d'autre. Le moment était silencieux, presque banal, mais j'avais l'impression qu'une vie s'emboîtait enfin en elle-même, entière, droite, la mienne. J'avais l'habitude de penser que survivre signifiait rester silencieuse assez longtemps pour que quelqu'un finisse par me voir. Maintenant, je comprends le silence différemment. Ce n'est pas un vide, c'est une porte que je peux choisir d'ouvrir ou de fermer, une pièce où personne n'entre à moins que je ne l'y autorise. J'ai arrêté de mendier l'amour d'une famille qui n'applaudissait que lorsque j'échouais. Et une fois que je me suis éloignée, le bruit qu'il faisait ne m'a jamais suivi.